Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier podcast dédié à la création de jeux vidéo. Dans le podcast, je vais concrètement parler à un créateur ou même plusieurs créateurs qui vont parler de leur projet. Et du coup, l'objectif, ça va être de voir un peu les obstacles qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'on peut retenir de leur expérience. Pour ce premier essai, malheureusement, j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Ma voix a été coupée, mais c'est pas grave, j'ai fait un petit montage pour pouvoir bien suivre le déroulement des questions. Et donc aujourd'hui, on va voir Guillaume et Orion qui vont présenter leur projet Biome of Exedit, qui n'est pas vraiment un jeu vidéo, mais plutôt un jeu de société. Mais vous verrez, ça peut quand même rester très intéressant, surtout pour la partie prototype, car ils ont utilisé des outils de simulation qui vont leur permettre en fait de créer ce jeu. Donc voilà, si vous faites par exemple un jeu de type deck building ou en tout cas un jeu de cartes, cela peut vous intéresser. Je vous souhaite une agréable écoute avec ce premier podcast. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. Je sors d'un master de marketing à Innov, parce que c'est elle qui a initié le truc. Moi, j'ai juste rejoint son projet. Et c'est vraiment la dernière année où je me suis dit que le game design, c'était cool. Et, euh, et voilà, en gros. Et du coup, j'ai fait 5 ans de marketing. J'ai eu mon master. Là, ça fait 1 an que je cherche. Enfin, les premiers mois, je cherchais un taf et j'ai rien trouvé. Et je me suis dit que j'allais prendre mes études en game design. Là, je vais commencer une nouvelle école en game design qui sera beaucoup plus jeux vidéo, plus que jeux de société. Il y a beaucoup de choses en commun, donc c'est Moi, mon intérêt pour tout ce qui est game design, ça a commencé vers le lycée, je crois. Avec un groupe d'amis, on a créé un jeu vidéo. Évidemment, on s'y fait pas du tout, ni en code, ni en level design, ni en game design. Rien, on connaissait rien. Et juste, on aimait les jeux vidéo. Ça a commencé par là. Et dans cette volonté d'apprendre à en faire pour pouvoir aboutir ce projet, qui, entre autres, n'a jamais abouti, je suis partie à Innov pour faire un master de game design. La particularité, sans vouloir en faire la pub, il y a ce qu'on appelle les White Days, qui sont des projets tous les mercredis que des étudiants proposent et d'autres étudiants rejoignent ces projets et juste créer quelque chose ensemble, c'est interfilière. Donc il peut y avoir des illustrateurs et des game designers avec des markettes et c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume. c'est un peu le même principe, sauf que c'est une fois, enfin un mercredi sur deux, et quand on est en alternance, et avant qu'on ait une alternance pendant l'année. Et après, soit le projet est recréé et donc on peut le continuer, soit on choisit un autre projet si s'il n'est pas recréé ou qu'on pas les gens ouvrent. Et donc, quelle a été finalement l'idée d'origine de la création de Biome of Exedit? Au départ, l'objectif du coup, c'est vraiment de créer un jeu. Et autour du jeu, on a créé tout un univers, des personnages, etc. C'est la dernière année quand on s'est rendu compte que le projet, enfin l'univers, les personnages, l'histoire, etc., les illustrations qu'on avait plaisaient déjà. On s'est dit qu'on avait envie de continuer après. Donc, comme le jeu qu'on était en train de créer depuis 3-4 ans, plus, 4 ans. Le jeu était pour les personnes plutôt expérimentées dans le jeu de société et du coup pas du tout adapté au fait de se faire connaître. Et donc c'est de là que découle la création de Biome of Exedit, notre premier jeu. Et On voulait faire un jeu beaucoup plus simple et grand public pour pouvoir se faire plus connaître qu'avec le jeu plus expérimenté. Et ça a coûté aussi beaucoup moins cher à la production. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est Biome of Exedit, le projet que vous avez réalisé? Alors en gros, Biome of Exedit, c'est un jeu qui reprend l'univers qu'on crée déjà quand on était en projet étudiant. Et le but du jeu, c'est de récupérer 5 biomes au total. Donc comment on joue? Donc il y a des cartes, enfin une carte biome qui est mise en jeu à chaque manche, et tous les joueurs ont des cartes en main. On va tous jouer en même temps avec les cartes de valeur qu'on a en main pour tenter de remporter le biome en jeu pendant la manche, sachant que les valeurs vont de 1 à 5 et chaque carte valeur correspond à un biome. Si une valeur correspond, alors c'est prioritaire. C'est les valeurs les plus grandes qui remportent. Et on peut aussi avoir en main des cartes qui ont des effets pour ajouter un peu plus de fun dans le jeu. Et pas des trahisons, puisqu'on n'est pas vraiment ensemble, mais il y a pour défoncer les autres ou se donner un avantage, ce genre de choses. c'est ça. Et c'est un jeu qui a la particularité d'être à la fois familial et à la fois pour les tryharders. On a plusieurs modes de jeu qui peuvent s'adapter à
aux préférences de chaque joueur. Ça se joue de 2 à 8 joueurs. On peut jouer qu'en duel ou on peut jouer à 8. Les deux sont jouables, c'est juste que plus on est nombreux, plus les parties vont durer longtemps. En général, à 3-4 joueurs, ça dure 20 minutes. À 2 joueurs, ça peut durer 3 minutes ou ça peut durer 3 à 15 minutes, je pense, à 2 joueurs. C'est selon la chance qu'il y a, etc., des joueurs, comment on joue. Et à 8 joueurs, c'est déjà la partie la plus courte. En général, c'est 45 minutes. En vrai, 40 minutes, je pense, à 8 joueurs. Et la partie la plus courte, c'est duré 5 minutes. Ouais. Donc là, vous avez votre idée, mais comment vous avez fait pour la concrétiser une première fois avec un prototype? Comment ça s'est passé? Tout au début, le premier prototype, c'était des feuilles quadrillées découpées au ciseau À avec l'arrache. des trucs écrits. Vraiment, c'était le les toutes premières idées. Puis après, pareil, on ne se connaissait pas des masses au tout début. On savait pas que Tabletop Creator existait. Enfin, si, mais on savait pas l'utiliser. On l'avait jamais utilisé et tout. Puis de là, on switch sur Tabletop Creator, qui nous a beaucoup aidé pour créer les cartes, genre avant que le design des cartes arrive. Alors, on crée les cartes assez facilement, assez rapidement dessus, ce qui nous permet déjà de les imprimer pour pouvoir tester notre jeu IRL, et aussi de pouvoir les tester sur Tabletop Simulator. Et ça, enfin, il faut pas sous-estimer la puissance du Tabletop Simulator parce que avec tous les réseaux sociaux et tout qu'on fait marcher, les gens, ils ont pas forcément la possibilité de venir nous voir pour jouer, à tester à nos jeux et tout. Et ils sont vachement contents qu'on ait notre jeu sur Tabletop. Ça leur permet juste de jouer à notre jeu et de pouvoir l'apprécier comme si s'ils étaient avec nous, quoi. Alors, les tout premiers exemplaires du jeu, enfin, les toutes premières parties, on les avait faites dans des événements physiques avant de faire Tabletop. On avait fait quelques événements avant de s'intéresser à Tabletop, Simulator et Creator. Comme on connaissait pas vraiment, le temps qu'on crée, qu'on commence à comprendre le logiciel, comment il fonctionne, etc., à le prendre en main. On avait fait quelques événements donc en physique, donc autour de Bordeaux. On avait déjà eu des retours et on avait déjà, entre chaque événement, en fait, on fait des modifications sur le jeu, sur sur les mécaniques, sur les formulations, etc. Sachant qu'à ce moment-là, on prenait pas du tout en compte tout ce qui était visuel, parce que l'objectif c'était vraiment le fonctionnement du jeu en lui-même et pas forcément et ce qui était affiché, mais pas la façon dont c'est montré, etc. Puisque ça vient après, une fois que les éléments sont définis. On réimprimait, on imprimait des feuilles A4 avec les trucs, on découpait, on faisait des tas, on avait des centaines de cartes. Comme ça, je pense, peut-être qu'au début un peu moins, peut-être au début on en avait genre une 50 ou soixantaine. Maintenant on en a 150. Donc maintenant, si on veut le réimprimer et le découper nous-mêmes, c'est long. Mais au début, ça allait. Avec du recul, je pense que bon, je ne connaissais pas assez, mais avec du recul, je pense que le plus optimal, c'est vraiment de faire les tout premiers tests en virtuel, genre sur Tabletop par exemple. Parce que souvent, les premiers tests, il y a énormément de changements à faire d'une partie à l'autre. Et le fait de réimprimer tout ça, ça a un coût financier et aussi en temps de rechanger tout et de tout découper. Tout. Moi, je suis pas 100% d'accord. Pour moi, les tout premiers tests, genre les 2-3 premiers tests, c'est vraiment en papier avec du crayon et tu gommes et tu refais. Parce que, en fait, c'est dans la situation et tu te rends compte de beaucoup plus de choses. Et après, une fois que t'as le cadre global général, là, tu peux faire les tests et voir les plus gros détails, entre guillemets. Et maintenant que vous avez votre prototype, comment vous avez fait en fait pour le mettre en production? Trouver un imprimeur qui pourrait vous permettre de créer vos decks. Comment ça s'est déroulé? On a du coup au début les protos qu'on a actuellement, qu'on imprime. Du coup, on va voir les imprimeurs, on imprime des jeux parce que ça prend beaucoup moins de temps. Alors du coup, c'est un coût économique, mais ça nous prend beaucoup moins de temps à préparer et c'est beaucoup plus qualitatif et ça se représente beaucoup plus ça se rapproche beaucoup plus de la réalité du jeu avec des cartes qui sont pas transparentes, qui sont beaucoup plus facilement utilisables, etc. Et qui se ressemblent tous avec les d'autres cartes. Là, on parle encore du prototype. Oui, mais justement, oui, là je parle du proto encore et à partir de ça, du coup, c'est avec ça qu'on fait les tests, qu'on fait jouer les gens, etc. Et c'est avec les tests du proto qui se rapprochent le plus de la réalité qu'on
qu'on permet aux gens d'avoir envie de précommander le jeu. Et du coup, on a préparé une campagne de financement. C'est fini il y a 2 mois, je crois. Et du coup, toutes les personnes qui voulaient le jeu ou qui voulaient soutenir le projet ou l'association au global nous précommandaient soit le jeu, soit des produits dérivés. Je faisais des dons, il y en a eu aussi. Et ensuite, du coup, pour répondre à ta question, on regarde combien on a de précommandes. Et nous, et sachant que là, on a atteint du coup le montant, il nous fallait 4 000 € pour produire le jeu. On va pouvoir tout utiliser, enfin, c'est 3 000, je sais plus exactement combien. Et tout sera utilisé du coup pour la production des 300 boîtes de jeu. On aura des boîtes supplémentaires qu'on pourra revendre derrière pour avoir encore un peu plus de bénéfices, parce qu'il n'y a pas eu 300 précommandes pendant la campagne. Il y a juste eu beaucoup de dons, ou qui précommandent des produits dérivés qui sont beaucoup moins chers à produire pour le coup. Faire par exemple 50 stickers ou 100 stickers, c'est très très rentable, et ça coûte pas très cher en plus enfin, c'est pas du tout cher à produire, et c'est très rentable parce qu'il y en a beaucoup qui en achètent. Je pense que c'est la source de revenus la plus rentable. Alors, non, pour l'imprimeur, alors faut savoir qu'on a un ami qui a déjà produit son jeu et tout, et cet ami-là nous a conseillé pas mal d'imprimeurs. Donc on les a comparés tous et tout. On a aussi cherché via Internet d'autres imprimeurs. Et on est tombé sur un imprimeur en particulier. On avait certaines exigences, pas produit en Asie pour pas que il y ait des milliers de kilomètres d'essence dépensés, même si forcément le coût de production aurait été moins cher. Mais on préfère nous dépenser plus plutôt que faire participer l'association aux dégâts écologiques que la Terre subit déjà. Et donc on a cherché en France, on est tombé avec tous nos comparatifs, on est tombé sur une imprimerie en Alsace, il me semble, qui est assez avantageuse par rapport à ce que nous on propose. Donc voilà, on est parti pour produire le jeu avec elle. Sachant que Orion oubliait de mentionner un truc, c'est que les imprimeurs qu'on a pour les prototypes, c'est un imprimeur qui est à Bordeaux et qui est pas spécialisé en jeux de cartes, mais c'est juste un imprimeur classique qu'on peut trouver un peu partout. Donc c'est assez cher, mais pour des protos, mais c'est le plus rapide et le plus qualitatif qu'on a, le plus proche aussi qu'on a. Et pour donner un ordre de prix, je crois qu'on était sur 30 € les 150 cartes. Non, on était à 50 € les 2 jeux. Quand on avait fait nos 2 protos pour chacun de nous, c'était 50 € à peu près, un peu moins. Okay. Donc c'est cher pour un jeu de cartes, mais c'est des protos et c'est à l'unité, donc c'est normal. Et en vrai, le prix unitaire, du coup, quand on va passer par Printerup, c'est l'imprimeur sur lequel on va imprimer les 300 boîtes, effectivement, le prix unitaire, il est à 15 et quelques, entre 10 et 20. Donc oui, ce sera effectivement beaucoup plus rentable. Mais le prix unitaire, à chaque fois, vu qu'on fait les commandes une par une, voire deux par deux au petit imprimeur de Bordeaux, et ça restera 50 et quelques par 2 jeux, du coup, pour 300 cartes. Et donc, votre projet Bayonne of Exedit a été réalisé dans l'association Équitable. Est-ce que vous pouvez un peu présenter les objectifs de cette association et comment finalement elle met l'handicap au centre de ses actions? L'objectif de l'association, c'est de défendre, de soutenir et de sensibiliser sur les minorités. Par exemple, les personnes handicapées ou les personnes queer. Ça, on crée du coup des jeux de société comme Beyond of Exedit. Ça permet déjà pour nous de gagner de l'argent afin de réaliser ces objectifs et aussi d'organiser des soirées ou des événements qui permet de rassembler et de leur créer en fait un lieu où ils sont inclus, pas en marge de la société. On a des idées pour faire ça. Pour l'instant, on est en train de voir avec la mairie de Bordeaux pour avoir un local. Donc là, on a envoyé le dossier, tout est complet, on attend juste leur retour. Donc normalement, ça devrait bien se passer et on devrait avoir un local d'ici fin d'année, voire début d'année 2025. Et en gros, dans le local, on fera pas au moins une fois par semaine, on espère, pouvoir faire venir les gens pour pouvoir jouer à des jeux de société juste
juste jouer à des jeux de société. Ou alors, il y a des moments où on fera des événements beaucoup plus particuliers où on pourra faire intervenir des personnes pour parler de sujets spécifiques sur certains handicaps physiques ou mentaux, ou etc. Ou alors des professionnels, si on arrive à avoir des contacts avec des professionnels qui maîtrisent ces sujets-là pour faire des conférences et ce genre de choses. Et sachant qu'on invite vraiment tout le monde, par exemple toutes nos associations partenaires, tous les joueurs à venir présenter des jeux, etc. Nous, je sais que les locaux nous permettent de le faire s'ils passent par nous. Et nous, comme ça nous intéresse de pouvoir accueillir des personnes pour jouer, pour rencontrer d'autres personnes. Et donc, comment vous allez arriver avec votre jeu de société à sensibiliser les personnes sur les situations de handicap? En gros, Beyond My Flex Edit, vu qu'il est inscrit dans l'univers qu'on crée, il n'est pas là pour sensibiliser sur les handicaps. Il est là pour commencer à se faire connaître, à faire apprécier notre travail et faire connaître notre société. Par contre, le jeu que je suis en train de développer, là, personnellement, il y a Guillaume qui m'aide, tout, mais c'est principalement moi, est un jeu qui sensibilise sur des handicaps. Par exemple, c'est un deck building, donc tu as déjà ton deck avec des cartes et tu pioches. Enfin, il y a un système de récolte de cartes, en gros. Et chaque deck est basé sur un handicap. Et c'est là en fait que tu vas pouvoir jouer la journée, la semaine d'une personne handicapée. Donc on peut y retrouver par exemple l'autisme, le trouble de la personnalité antisociale, des TOC, la fibromyalgie euh, et les deux autres. Mais ça c'est plus pour sensibiliser. Du coup, au niveau gameplay, alors chaque deck a une manière de jouer assez différente des autres. Par exemple, sur l'autisme est beaucoup basé sur le fait de repiocher. C'est beaucoup basé sur le fait de perdre son énergie et de la regagner. Il y a un autre deck, par exemple, qui pourrait être basé sur le fait de repiocher. Un autre deck qui pourrait être basé sur le fait de mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires. Et le but du jeu, en fait, c'est arriver à la fin de la semaine, soit en ayant rempli ton objectif secret, soit en ayant le plus de points, ou comme ça. C'est encore le tout début, donc je sais pas si ça va changer ou quoi, mais pour le moment, c'est ça. Par exemple, le trouble de la personnalité antisociale, euh, qu'on appelle aussi les personnes psychopathes. Et c'est le terme vulgaire, on peut appeler comme ça en psychologie, pourrait avoir ce principe-là. Après, on ne sait pas encore si on passe sur ça. L'objectif, en tout cas, de ce jeu, c'est de faire découvrir des handicaps qui sont connus, mais avec beaucoup de préjugés, comme la psychopathie, la personnalité antisociale, ou l'autisme, où tout le monde est quasiment sûr de ce que c'est. En fait, non, pour le moment, c'est du pur prototype, parce qu'il nous manque pas mal d'effets. Les premiers essais, on va les faire entre nous et avec les personnes qui ont participé à la création. Euh, Puis après, petit à petit, on agrandira le cercle de testeurs jusqu'à vers le public. Et donc maintenant qu'on comprend un peu plus quels sont les objectifs de l'association, est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur l'équipe finalement qui a permis de contribuer sur le projet Biome of Exedit? Donc on est beaucoup. Je pense qu'on est presque une dizaine, voire un peu plus. Je montre vraiment toutes les personnes, même ceux qui ont un petit peu aidé ou sur que un petit truc. On doit être presque une quinzaine. Et donc en gros, il y a moi qui gère le projet avec Orion et on fait le game design des jeux à deux. Et on a trois illustrateurs, illustratrices, quatre, je sais plus. On a trois illustratrices. On a deux personnes qui nous aident pour le livret de règles. Il y a une personne qui nous a aidé pour toute la direction artistique de l'association et qui nous aide aussi du coup en parallèle pour le livret de règles. On a des personnes qui nous aident pour la création du lore et des personnages. On a quelqu'un qui nous aide pour tout ce qui est pour la création d'un site web que pour l'instant on n'a pas encore, mais c'est en travail. J'en oublie. On a une personne au tout début
quand le jeu était encore sur papier, écrit au crayon papier, qui nous a beaucoup aidé à faire le game design au final. Ouais, il y a beaucoup de monde Yann. derrière Biome. Oui, il y a beaucoup de monde derrière Biome. Et donc, comment vous faites pour vous organiser? Est-ce que vous êtes en présentiel ou en distanciel? Orion, maintenant, elle est à Toulouse, donc c'est en distanciel. Pour elle. Moi, je vois encore un petit peu les personnes qui bossent dessus. Donc, notamment une ou deux des illustratrices. Les deux personnes qui travaillent sur le livret de règles, je les ai vues il y a 2 semaines. Et on avait parlé un petit peu sur comment ils avançaient, ce que j'attendais, etc. Sinon, la plupart du temps, c'est plutôt sur Discord où on se fait des appels pour voir comment ça avance. Ils nous envoient les documents parce que c'est beaucoup plus simple que de se voir tout le temps. Pour Guillaume, c'est... Enfin, je vous laisse expliquer. Moi, j'ai plutôt l'habitude de diriger des équipes. Je fais ça depuis le lycée, je crois, un truc comme ça. Donc, moi, ça va. Je m'en sors. Guillaume, il a commencé à diriger des équipes avec moi, je crois. Alors, moi, j'en ai fait beaucoup pendant les cours, mais c'était des projets fictifs, c'était pas des projets concrets. Mais j'en ai fait beaucoup de la gestion de projet. Alors, souvent, j'étais pas forcément chef de projet, mais je voyais comment ça se passe. Donc, j'en ai fait pendant 5 ans, en parallèle de ça, etc. Mais oui, après, c'est le plus gros projet. Je pense toi aussi, c'est le plus gros projet qu'on a fait pour l'instant de gestion. Et oui, en cours, j'avais, quand j'étais chef de projet, je pense que le max qu'il y avait, c'était peut-être 4, 5, 6 personnes. Et on était tous à peu près à égal. C'est-à-dire qu'on avait tous la même direction, vu qu'on avait les mêmes compétences et les mêmes connaissances. On était tous à peu près à égal sur le truc. Et le fait d'avoir des personnes qui sont vraiment spécialisées dans certains domaines et nous qui sommes là pour diriger un peu tout, qui avons la vision à long terme du projet, c'est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus compliqué. Vu qu'ils sont pas à plein temps ou quoi, effectivement, ils font ça sur leur temps libre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils nous disent, on n'a plus le temps et en fait, on doit trouver quelqu'un très vite pour remplacer. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé et c'est complexe. C'est ce genre de problématiques qu'il faut être prêt à tout moment de recevoir. Et donc maintenant que Biome of Exedit est un projet terminé, est-ce que vous envisagez d'entamer d'autres projets pour l'association? Biome of Exedit, c'est que le début, en fait. C'est que le début. Alors, on en a déjà prévu genre 5, comme ça. Le 4e n'est pas encore répondu. Le 5e, on l'a presque. Ouais. Non, le second, après Biome of Exedit, c'est un jeu qui se joue à 2. Qu'on commence déjà à faire tester dans les salons et tout. C'est Guillaume qui s'occupe de créer. Et moi, je suis plutôt sur le 3e, du coup, celui que j'ai expliqué, qui sensibilise sur les handicapés. Le 4e, on l'a pas. Le tout premier jeu de société qu'on a développé. On va faire les jeux un par un et ils sont tous importants. On sait déjà que les jeux seront entre guillemets de plus en plus complexes dans la façon de jouer, les mécaniques, pas forcément au point de devenir, de demander des jeux experts, mais on va pas faire que des jeux très grand public comme Biome of Exedit. On sait déjà les jeux en avance. C'est juste qu'on commence déjà à les préparer parce qu'en fait, on sait que ça peut prendre très longtemps de faire des jeux. Déjà, Biome of Exedit, on l'a fait en à peine plus d'1 an et c'est vachement rapide. Mais le jeu, il plaît et il est bien équilibré, etc. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de se forcer plus à essayer de trouver plus de mécaniques etc. Mais les autres jeux, étant donné qu'ils seront plus complexes, il faut prendre de l'avance et on profite d'avoir plein d'événements où on peut présenter Biome of Exedit pour pouvoir présenter les autres en même temps. Ça nous aide à avoir plus de tables, donc plus d'importance aux yeux des gens quand ils nous rencontrent en événement, plutôt que d'avoir une petite table pour tester un jeu. Ils peuvent passer à côté. Donc ouais, avoir plein de jeux déjà, même si c'est que des prototypes. Et donc quel conseil vous auriez à donner finalement à quelqu'un qui voudrait lancer son propre jeu de cartes? Par où il devrait commencer? Déjà bien commencer avec du papier, genre pas hésiter à vraiment écrire sur du papier, faire dessiner, etc. Parce que c'est vraiment le plus proche entre guillemets de la réalité, même si le papier est de mauvaise qualité, que ça glisse ou que ça se colle ou que les formes sont pas exactement les mêmes, c'est mal découpé, on s'en fiche. Quand on fait un proto, faut toujours passer par là, sinon ou par tabletop si on n'aime pas qu'on n'a pas de papier. Le deuxième conseil, c'est de pas hésiter à chercher des événements, à chercher des personnes qui participent à des événements, à contacter des gens, etc. Parce que nous, on n'aurait pas eu autant de personnes qui nous suivent et on n'aurait pas eu autant, je pense, la motivation même de retour et autant de tests sur les jeux si on n'avait pas osé demander à des barrageux qui organisent des événements,
essayer de chercher des personnes avec qui on est partenaire maintenant, qui nous aident à trouver des événements, etc., avec qui on discute très régulièrement. Donc faut vraiment jamais hésiter à sortir de chez soi, même si je sais que pour beaucoup ça peut être dur, mais j'ai rencontré il y a pas longtemps quelqu'un qui présentait pour la première fois son jeu dans un événement et du coup dans un bar à jeux à Bordeaux. On l'a rencontrée. Elle a fait une seule partie où elle avait galéré à expliquer, etc. Mais c'est normal, c'est la première fois. Elle avait son petit proto en papier un peu cartonné, etc. Avec tout plein de trucs. Tout était très bien. Elle avait juste jamais fait de test. Et en sortant, en fait, j'ai gardé contact avec elle. Et elle a gardé contact avec deux autres personnes, deux autres créateurs qui étaient sur place. Et après, du coup, je lui ai donné des dates, d'autres endroits, etc., où il y avait des événements. Elle a pu faire tester et c'est toujours très intéressant de pouvoir rencontrer d'autres créateurs. Je pense que c'est même un des trucs les plus importants, je pense. Et du coup, j'en profite pour rebondir et donner le conseil que moi j'ai, c'est de ne surtout pas hésiter à demander des conseils, de l'aide ou quoi que ce soit, genre même si vous avez des questions, à des personnes qui sont plus expérimentées que vous dans peu importe le domaine. Je pense que ces personnes-là, ça leur fera plaisir de voir que vous vous intéressez au domaine qu'ils apprécient et ça leur fera forcément plaisir de vous aider aussi. Donc, n'hésitez pas, ça vous permet d'acquérir plus de connaissances, des contacts, c'est super important et de vous ouvrir sûrement plus de portes. Ouais, c'est vrai. Moi, je rebondis, t'as raison. On avait rencontré en essayant de chercher de l'aide pour la création de l'association, c'est-à-dire avant même la fondation officielle, on avait cherché beaucoup d'aide sur tout ce qui était commercial, sur tout ce qui était législatif entre guillemets, et sur la création administrativement parlant de l'association, genre comment on rédige les statuts, etc. On a des personnes qui sont vraiment pros et qui nous ont vraiment soutenus pendant tout le long de la création. On les a vus plusieurs fois, ou soit par téléphone, soit en vrai. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir parler à des personnes qui sont là depuis, qui font ce genre de choses depuis 25 ans. Même si je sors d'un master de marketing, je sais que je suis pas calé à fond, par exemple, sur tout ce qui est commercial. Tout ce qui est les statuts, on n'en a jamais fait avec Orion avant ça. Tout ce qui est même la communication, c'est-à-dire que moi j'en ai fait aussi pendant 5 ans, mais ça demande beaucoup de taf et ça plus le reste, bah, il faut, c'est très dur de penser à tout, très dur de tout faire, donc faut vraiment pas hésiter à à demander de l'aide ou à chercher des gens qui pourraient être prêts à nous aider, etc. Eh ben, merci Guillaume Morion pour votre intervention. Le lien de votre projet sera du coup en description de ce podcast. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre podcast.